toujours un moment où ils posent la question, tous, mais où est le papa? Et à chaque fois on explique. Et à chaque fois, tous, ils font ah, et puis c'est terminé. Et c'est beau parce que ça fait qu'on forme une famille tous ensemble. Deux fois par mois, je donne la parole à des anonymes qui témoignent de leur histoire. Des récits bouleversants, drôles, émouvants, extraordinaires. Dans cet épisode, nous allons écouter Marianne. Je suis Maud Thibault. Bienvenue dans Prisme. Je suis en couple avec Marie depuis 12 ans maintenant. Au début, j'avais ni elle ni moi d'ailleurs, on n'avait pas du tout envie de s'engager, puis bon, on est tombée amoureuse, donc voilà, c'était chouette. Et puis un jour, s'est posé la question des enfants, qui au départ était plus sur le mode de la rigolade, parce qu'on savait qu'on pouvait pas, évidemment on pouvait pas avoir d'enfants naturellement, si je puis dire, enfin biologiquement, mais on savait aussi qu'en France c'était pas autorisé, donc voilà, on y pensait sans y penser. Et puis un jour, Marie me dit qu'elle voulait vraiment des enfants. C'est très important pour elle. Moi, j'avais pas du tout envie. Enfin, j'étais pas prête, on va dire, plutôt. Et sauf que, on savait aussi que la démarche allait être longue. Donc, on a commencé à réfléchir sur, ok, d'accord pour des enfants, mais de quelle manière? Marie devait avoir 31 ans, peut-être, 32. Et du coup, moi, 28 ou 29. Alors, on a de la chance, on habite à Lille, donc c'est très près de la Belgique. Et la Belgique est un beau pays, puisque c'est autorisé. On a appelé un hôpital en Belgique qui nous a proposé d'abord un rendez-vous avec une psychologue, parce que c'était obligatoire en fait, on doit avoir une psychologue avant toute démarche qui en gros vérifie qu'on n'est pas folle. Et au demeurant d'ailleurs, ça m'a fait penser, je pense, enfin je suis intimement et persuadée, alors c'est pas possible parce que la nature est ainsi faite qu'on prévoit pas forcément d'avoir des enfants, je trouve que tous les couples devraient passer par une psy avant d'avoir leur premier enfant, parce qu'en fait ça pose les bases, c'est-à-dire que nous, il y a eu 2 heures d'entretien pendant lesquelles on a beaucoup parlé de notre famille, de nous, de comment on envisageait l'arrivée de l'enfant, enfin, ça nous a permis, à Marie et moi, en fait, de nous poser les questions de quelles valeurs on voulait inculquer à cet enfant, comment on voulait l'élever, comment on voulait l'accueillir, et du coup de se mettre d'accord sur le fond. Parce qu'évidemment, on n'est pas toujours d'accord sur la forme, enfin, ou même sur des trucs, des détails débiles, mais en fait, sur les valeurs qu'on veut transmettre, sur la façon dont on veut qu'ils grandissent, qu'ils soient éduqués, sur comment on les cadre, tout ça, on l'a mis au clair avant l'arrivée de l'enfant, et je pense que c'est très très bien. Ça m'a aussi amené à me poser la question, ok, comment il va être accueilli dans la famille cet enfant, et comment je vais le vivre. J'ai dû aussi me questionner sur comment, c'est Marie qui devait porter le premier enfant, donc me questionner moi sur la place que j'allais avoir, sur comment j'allais accueillir cet enfant, et donc en fait d'oser poser les questions à voix haute, parce que la psy est là pour ça en fait, qu'on n'osait pas forcément même se poser à soi-même. Est-ce que je vais aimer cet enfant parce que c'est pas mon enfant biologique? C'est très intéressant. Enfin, vraiment, cet entretien a été bénéfique à tout point de vue. Marie est un peu plus âgée, donc on s'était mis d'accord dès le début sur le fait que ça serait elle qui porterait en premier. Et puis elle avait très envie, en fait. Elle avait vraiment très envie de porter cet enfant. Et moi, pas plus que ça. Donc on était vraiment d'accord là-dessus. Au début, on voulait 4 enfants. Ouais. Et on s'est vite calmé. Là, on en a 2, c'est bien. On se questionne pour le 3e, mais moi je freine pas mal des cas de fer parce que c'est beaucoup moi qui m'en occupe vu le travail que fait ma femme. Alors il y a ça, donc le fait que c'est prenant un enfant, le fait qu'un 3e, on repart quoi voilà, ça prend encore plus dans nos vies. Et puis en plus c'est bête, mais il y a aussi, parce qu'on est très écolo, toutes les deux, on est 0 déchet, etc. Et du coup, faire un 3e enfant, c'est pas... Enfin, c'est bête, mais c'est pas écologique. Mais bon, la question n'est pas fermée. Donc voilà, c'est Marie qui a dû faire toutes les premières démarches gynécologiques principalement pour porter cet enfant. Donc c'est là que commence le parcours. Donc on fait beaucoup de tests pour vérifier, parce que l'hôpital ne peut pas se permettre en fait de faire des inséminations dans le vide si je puis dire, donc il faut faire tous les tests de fertilité pour vérifier que tout va bien. C'était le cas, et donc surveiller son cycle, enfin ça je pense que c'est comme une femme hétéro, elle a surveillé son cycle, et puis quand elle ovulait, on allait à l'hôpital, il faisait l'insémination, et on rentrait. Donc je pense que pour beaucoup de couples
autant hétéro que lesbien. Alors, hétéro a priori encore plus parce que c'est qu'ils ont du mal à concevoir. Et même pour des couples lesbiens, et j'en connais, j'ai des amis qui vivent ça, c'est vraiment un parcours du combattant. Enfin, je pense que ça peut durer très longtemps, c'est compliqué. Nous, on a eu beaucoup de chance. Comme on habite à Lille, déjà l'aller-retour se faisait sur la journée, donc mine de rien financièrement, il n'y a pas d'hôtel, enfin tout ça, ça rentre pas en ligne de compte. Et ça a marché du deuxième coup pour Marie. Donc parce que ça coûte cher, enfin on débourse à chaque fois, je crois que c'est 300 € l'insémination, un truc comme ça, et il faut payer au départ quelque chose comme 800 ou 900 € l'ouverture de la banque de sperme. Moi au départ, j'avais très envie d'un donneur connu, mais vraiment connu, genre un copain ou quelque chose comme ça. Parce que je pensais que l'enfant avait vraiment besoin d'un père, il avait besoin de savoir d'où il venait, connaître ses origines. Moi, c'est beaucoup mon père qui s'est occupé de nous, j'ai une relation très forte avec mon père, donc j'avais du mal à imaginer un enfant sans père. Donc je voulais vraiment que le donneur soit connu. Bon, on n'a pas trouvé de copain qui voulait bien. Et surtout, en fait, on s'est dit, déjà, 2 parents pour élever un enfant, c'est pas évident. Donc si on met un 3e parent dans l'histoire, ça va fausser, enfin, ça va être encore plus compliqué. On sait pas comment les gens réagissent à la naissance d'un bébé. Si ça se trouve, le donneur, enfin, notre copain qui aurait donné son sperme, il aurait voulu reconnaître cet enfant, il aurait voulu s'occuper de l'enfant, ça aurait fait comme un enfant de divorcer à la naissance. Enfin, c'était pas très sain. C'est notre point de vue. Après, vraiment, je pense que tous les couples lesbiens ont leur point de vue et chacun se vaut, honnêtement. Et nous, en tout cas, on s'est dit, ok, c'est pas une bonne idée. Alors après, on a pensé peut-être un donneur semi-anonyme, c'est-à-dire que ça existe au Danemark notamment. L'enfant, ne connaît pas peut connaître plutôt son donneur à 18 ans. Et alors ça, là pour le coup, c'est moi qui voulais pas. Alors au départ, c'était assez égoïste, c'est parce que j'avais peur que cet enfant que je n'ai pas porté et que j'aurais élevé pendant 18 ans, une fois qu'il connaîtrait son donneur, le prenne donc comme un père, et donc comme le 2e parent, il me rejette moi. On a chacun ses peurs et chacun ses névroses, hein, mais ça, c'est vrai que j'avais peur de ça. Et après, bon, j'ai réfléchi, je me suis dit, a priori, si j'élève un môme pendant 18 ans, il y a de fortes chances qu'il m'aime suffisamment pour me garder dans son giron familial, mais on trouvait que c'était pas non plus que pour l'enfant, il y avait un côté un peu épée de Damoclès, où, créer une attente qui serait forcément d'une manière ou d'une autre déçu. C'est-à-dire que dire à l'enfant, bon, t'as pas de père, mais tu connaîtras ton père à 18 ans, l'enfant, il va forcément se créer une image idéale de ce père ou un modèle, peu importe ce qu'il va imaginer, mais ça ne correspondra évidemment pas à la réalité. Et en plus, si ça se trouve, ce donneur, il va pas vouloir que l'enfant le fréquente, parce que, a priori, s'il donne du sperme pour d'autres couples, c'est qu'il a pas envie de s'occuper de cet enfant. C'est tout à son honneur d'ailleurs, mais... Donc, on avait très peur que notre enfant mette une pression, une attente énorme sur ce donneur, et qu'à 18 ans, il veuille le rencontrer et qu'il tombe des nues. Enfin, voilà, on s'est dit, c'est peut-être pas une bonne chose. Après tout, en fait, ça, c'est la psy de l'hôpital, pour le coup, qui nous a pointé ça du doigt, et c'est en ça que ça a été très salvateur. Elle nous a dit, mais en fait, à partir du moment où vous faites un enfant entre 2 femmes, il n'y a pas de biologie dans l'histoire. C'est pas biologique. Donc, vouloir absolument intégrer le donneur biologique et donc un père biologique, c'est remettre la biologie au centre de quelque chose où elle n'a pas lieu d'être. Alors je l'exprime peut-être pas très bien, mais en gros, ce dont un enfant a besoin, c'est 2 parents. C'est-à-dire 2 entités adultes différentes, qui vont l'élever ensemble, mais de façon un peu différente. Je vois bien, Marie et moi, on n'a pas la même patience sur les mêmes choses, on leur apporte pas les mêmes choses, on leur transmet pas exactement les mêmes connaissances ou les mêmes savoir-faire, puisqu'on a chacune notre bagage. Et donc, cet enfant, il a besoin de ces 2 pôles pour se construire. Et finalement, vouloir absolument lui donner une origine génétique à l'enfant, à partir du moment où il sait qui est sa famille et d'où il vient je vais créer un néologisme, mais d'un point de vue familial, quoi, si je puis dire, il n'a pas besoin de connaître ses origines génétiques. Et d'ailleurs, nous, nos 2 enfants, on leur a expliqué l'histoire, ils savent très bien d'où ils viennent, ils savent très bien qu'il y a un homme qui est en jeu dans cette histoire, mais voilà, ils n'en éprouvent pas pour l'instant, en tout cas, ni le manque, ni le besoin. Vraiment pas, quoi. L'autre jour, ma fille, elle me dit... Ils n'ont pas de chance, les autres enfants. Ils n'ont qu'une seule maman. Donc voilà, c'est une façon de voir les choses, on va dire. Évidemment qu'on a envisagé la situation où notre enfant pourrait nous en vouloir d'avoir procédé comme ça. On a pris ce risque pour plein de raisons. Alors la première, c'est d'abord, de toute façon, un enfant, à un moment ou à un autre, il en veut à ses parents. Et de toute façon, ses parents font des erreurs. Enfin, ça, c'est sûr. Donc, il y a même des enfants qui en veulent à leurs parents de les avoir conçus. Donc on a pensé, mais probablement... C'est sûr qu'à un moment, ils vont questionner ça, ils vont peut-être
nous le reprocher, peut-être pas, on peut pas savoir. On peut vraiment pas le savoir. Peut-être. Mais surtout, en fait, nous, ce qu'on leur dit, on leur a raconté que c'est un monsieur qu'on connaissait pas et qu'on connaîtrait jamais. Mais qu'on sait une seule chose de lui, c'est que c'est une très belle personne. Parce que pour avoir fait un don d'une telle générosité, pour avoir permis à 2 femmes de mettre un enfant au monde, parce que c'est ce qu'elles voulaient en fait, vraiment, et ben c'est que c'est forcément quelqu'un de bien. Donc peu importe en fait à quoi il ressemble, peu importe ce qu'il fait dans la vie, c'est une belle personne. Et peut-être que du coup ils ont hérité aussi de certaines de ses qualités. Voilà, c'est comme ça en fait qu'on essaie de leur transmettre. Et espérons que ça leur suffira. Et du coup on l'a nommé Papa Graine. Je sais pas si c'est la meilleure solution, mais en fait on s'est dit, parce qu'au début on disait t'as pas de papa, puis après on s'est dit c'est un peu violent. Et donc on a réadapté, si je puis dire, l'histoire en leur expliquant que la plupart des enfants avaient un papa qui s'occupait d'eux, et que eux, comme ils avaient 2 mamans, et ben, ils avaient un papa graine. Et que donc c'était voilà donc il existe dans leur imaginaire en fait. Parfois ma fille dans les dessins ou quand elle joue au Playmobil, elle l'intègre dans ses jeux. Mais elle a bien compris, c'est-à-dire qu'elle va pas l'intégrer dans le giron familial. Il est quelque part dans son existence, mais pour elle, sa famille, enfin voilà, elle me le dit souvent d'ailleurs, elle dit on est 4. On s'appelle les 4 fantastiques. Donc c'est très clair pour eux. Et d'ailleurs, et ça je l'avais lu quelque part, je crois que les enfants de couples homosexuels ont souvent une maturité sur la vie, si je puis dire, un peu plus développée. Puis en plus, moi j'ai pour principe de toujours dire la vérité à un enfant, jamais lui mentir, jamais, jamais. Donc quelle que soit la question qu'il pose, j'y réponds. J'essaie juste de trouver les mots adaptés, évidemment. Et je pense que du coup, ils se posent plus de questions en fait sur pourquoi ils sont là. Parce qu'ils sont très conscients que leur famille n'est pas ordinaire, vraiment. Mais du coup, ça les amène aussi à être un peu plus forts. Enfin, moi, j'ai déjà dit à ma fille, donc qui est à l'école, puisqu'elle a 4 ans, et qui a déjà eu des remarques. Et je lui ai dit, écoute, il y a une chose dont tu peux être absolument certaine, et dont aucun enfant hétéro ne peut être sûr, c'est que tu as vraiment été voulu, tu as vraiment été désiré, et on a tout fait pour t'avoir. Et ça, je me dis c'est une force. Enfin voilà, elle sait ça quoi. Elle sait que c'est un enfant de l'amour, vraiment. C'est pas illégal en France. C'est comme souvent, on est très fort pour ça les Français. On a un vide juridique. Oui, c'est ma femme fait la cuisine. Désolée. En fait, on a un vide juridique en France. C'est-à-dire que c'est pas illégal. On n'est pas hors la loi, mais c'est pas autorisé. C'est très étrange. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de le faire en France. Mais en revanche, une fois que c'est fait à l'étranger, si je puis dire, et qu'on revient à accoucher en France, hein, globalement, cet enfant a une existence tout à fait reconnue. C'est pas comme les enfants de GPA, où pour le coup, là, c'est un vrai parcours du combattant. Le vide juridique fait qu'on n'était pas non plus hors la loi. Enfin, on n'allait pas être poursuivi pour avoir fait un enfant. En fait, l'avantage aussi de 2 femmes, c'est qu'en fait, ils pouvaient rien prouver. C'est-à-dire qu'on aurait très bien pu dire, bah non, j'étais en boîte, j'ai eu une aventure d'un soir, pas de peau, ça, du premier coup. Donc, c'est vraiment très étrange. Par contre, le problème, c'est que comme c'est pas légal, moi, quand ma fille est née, j'étais rien juridiquement pour cet enfant. C'est-à-dire que si ma femme était, je sais pas, morte en couche ou morte dans l'année qui suivait, eh ben, j'avais aucun droit sur cet enfant. Et c'est ça qui est très compliqué, parce que c'est assez douloureux à vivre. Enfin, moi, ça m'est arrivé une fois, ma fille avait 9 mois, je sais plus ce qu'elle avait, une otite, enfin bref, elle s'est retrouvée en détresse respiratoire, enfin un truc assez grave quand même. Ma femme travaillait, donc du coup je l'ai amenée aux urgences. Je suis arrivée aux urgences avec ma fille qui était vraiment au plus mal, et à l'entrée des urgences, évidemment, elle me demande ma carte vitale. Et là, ma fille avait 9 mois, hein, et c'est là où j'ai pleinement pris conscience de l'iniquité de la situation. Parce qu'en fait, c'était pas ma fille. Et j'ai eu les larmes aux yeux. Et j'ai dit, c'est pas ma fille légalement, juridiquement. Enfin, je savais même pas comment, je sais plus comment je l'ai dit, quoi. Je dis, elle est pas sur ma carte vitale parce que c'est pas ma fille. Et de dire c'est pas ma fille, c'était horrible parce qu'en fait, c'est ma fille. Enfin, évidemment. Hein, donc, heureusement, l'hôpital de Lille, ils sont formidables. Non, ils sont vraiment formidables. C'est-à-dire qu'ils m'ont laissé rentrer. Mais ils auraient très bien pu me dire, vous sortez de la salle, par exemple. Vous n'êtes pas le tuteur, vous n'êtes pas le parent, donc vous sortez. Et ils m'ont laissé avec elle, etc. Enfin, vraiment, c'était chouette. Mais, si par exemple, ils avaient dû l'opérer, j'aurais pas eu mon mot à dire. J'aurais pas pu dire non ou oui. Enfin, et je n'ai pas pu faire la sortie de l'enfant. C'est ma femme qui a dû venir pour faire la sortie de Rose. On s'est mariés avec ma compagne pour pouvoir adopter. Parce que donc le principe de la PMA homosexuelle, c'est qu'il faut que l'autre puisse adopter l'enfant.
Bon, ça, à la limite, c'est logique, puisque, évidemment, je ne suis pas le parent biologique de cet enfant, donc le fait d'adopter me paraît tout à fait normal, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué parce que, donc d'abord, il faut être marié, c'est une obligation. C'est pas très grave, hein, mais bon, voilà. Et puis, alors, il faut vraiment montrer patte blanche, si je puis. C'est-à-dire que nous, on a dû faire des attestations à toute la famille, qui a d'ailleurs admirablement joué le jeu, et je les remercie tous de l'avoir fait, quoi. Famille, amis, employeurs, enfin, tout ce qu'on pouvait, et qui disaient tous que, donc pour adopter ma fille, donc c'était des attestations pour moi, pour dire à quel point j'étais formidable, quoi, en gros. Alors, la note positive, c'est vrai que c'est quand même hyper agréable de lire 50 feuilles qui disent que du bien de moi. Ça arrive pas tous les jours, donc je dois dire que franchement, je regrette pas de l'avoir fait. Mais il y a quand même un côté... moi, dans mon métier, je suis amenée quand même je travaille avec des adolescents, enfin des enfants, des adolescents qui viennent de milieux très compliqués, très difficiles. Combien j'en ai vu qui étaient en foyer, qui étaient maltraités, qui étaient battus. Eux, il n'y a aucun problème d'aucune sorte pour la reconnaissance parentale. Au contraire, en général d'ailleurs, on les laisse chez les parents alors qu'ils sont maltraités parce que soi-disant le droit du sang. J'en ai vu tellement des mômes qui étaient battus, insultés, enfin vraiment maltraités et qu'on laissait dans la famille parce que c'est très important la famille. Et nous, on doit vraiment se battre, faire plein d'attestations, engager un avocat, déposer un dossier, attendre des mois que le dossier soit instruit. Ça coûte cher évidemment. On a beaucoup de chance, beaucoup de chance. On a une amie avocate qui m'a offert ça en cadeau de naissance, en fait. Donc ça nous a rien coûté. Mais une fois de plus, je pense que si je devais résumer l'histoire, avoir un enfant pour un couple homosexuel, c'est vraiment un parcours du combattant. Et nous, on a eu énormément de chance parce que à toutes les étapes, ça s'est tellement bien passé qu'on n'a pas eu l'impression de vivre ces épreuves comme des épreuves terribles. Vraiment pas. On a essayé, au contraire, de transformer ça de façon positive. Et surtout, on a monté tout un dossier pour nos enfants, pour qu'ils sachent. Donc on a gardé tous les tickets de parking de l'hôpital, on a gardé les feuilles de rendez-vous, on a gardé des copies de toutes les attestations, la copie du dossier d'instruction, la copie évidemment qui dit que c'est adopté, enfin que ça a marché, quoi. En gros que l'enfant a été adopté, je sais plus comment ça s'appelle. On a tout gardé dans un dossier qu'on donnera à nos enfants pour dire bah ça fait partie de ton histoire et c'est comme ça que t'as intégré la famille. En fait, nous, ça s'est très bien passé parce que, d'après ma copine avocate, ce qui a joué à notre faveur, c'est qu'on avait beaucoup d'attestations et on avait demandé à plein de gens de milieux très différents. On a mis plein de photos, enfin, mes parents, donc ma fille, n'est pas leur petite fille biologique, mais mes parents, ils l'adorent. Et du coup, ils ont mis plein de photos d'eux, avec elle, pour dire à quel point elle était pleinement leur petite fille. Enfin, bon, bref. Donc, je crois que ça a joué à notre faveur. Mais par exemple, on connaît 2 femmes qui ont eu un enfant. Et l'adoption n'a pas marché. C'est-à-dire qu'il y a une dame de la DAS qui est venue, je crois qu'il y a eu un autre organisme aussi qui est venu, je connais pas les noms. Et apparemment, l'adoption, ça a été très compliqué. C'est-à-dire que c'est pas toujours automatique. Faut vraiment, quand je dis qu'il faut montrer patte blanche, c'est vrai. En fait, quand on est 2 femmes et qu'on a un enfant, il y a une forme d'injonction de perfection. C'est-à-dire qu'on doit bien élever nos enfants. Parce que si jamais ils sont mal élevés, d'une manière ou d'une autre, il y a forcément quelqu'un qui va dire « Ah, c'est parce qu'il n'y a pas de père ». Et du coup, c'est pas évident parce que, franchement, enfin, on a beaucoup d'amis qui ont des enfants de notre âge. Enfin voilà, on est vraiment dans cette période-là où tous nos amis font des enfants et on a quasiment que des amis hétérosexuels. Donc on peut se comparer, si je puis dire. Enfin, c'est pas le bon terme, mais je pense qu'on a une pression supplémentaire sur les épaules par rapport à tous nos amis hétérosexuels qui parfois, eux, se comportent comme des parents normaux, c'est-à-dire, laissent leurs enfants pleurer, les laissent tomber, enfin, c'est pas grave si l'enfant dit pas merci, ils s'en foutent, des choses comme ça. Alors que nous, on est vraiment... Je sais pas si c'est lié à nous, nos caractères, ou si c'est aussi lié, c'est un peu des deux je pense d'ailleurs, à cette espèce d'injonction qu'on se met nous-mêmes, hein, probablement, mais une espèce de pression un peu de se dire, on peut pas échouer dans l'éducation de notre enfant, parce que sinon ça va donner raison à tous ceux qui pensent qu'un enfant ne peut pas être élevé par 2 mères. Ce qui fait que du coup, enfin bon, je suis pas la mieux placée pour le dire, mais je crois que nos enfants sont relativement bien élevés. Je crois qu'ils sont équilibrés aussi d'ailleurs, mais on met tout ce qui est possible en place pour leur organiser un univers heureux, joyeux et sain. C'est vrai que je m'attendais pas, c'est très cliché hein, ce que je veux dire, mais je m'attendais pas à ça, quoi. Je m'attendais pas à avoir une révélation à ce point, à parler le bébé.
En fait, j'avais jamais tenu de bébé dans mes bras avant. Je suis la dernière d'une fratrie, enfin on est 4, je suis la petite dernière. Pareil, mes cousins et cousines sont globalement plus âgés que moi. Enfin, je ne m'attendais pas du tout à cette révélation quand j'ai eu ma fille dans mes bras et qu'en fait je savais exactement ce dont elle avait besoin, ce qu'il lui fallait, pourquoi elle pleurait. Je savais la calmer. C'était magique, quoi. Et avec mon fils encore plus, parce que je l'ai porté, donc pour le coup, j'étais une louve. Vraiment. Mais ouais, il y a eu un truc qui s'est. Enfin voilà. Et j'ai même, moi qui étais assez égoïste quand même, enfin j'aimais bien ma liberté, mes voyages, mes machins, j'ai accepté de sacrifier un peu, même beaucoup, de moi, en sachant que c'était temporaire, parce que il y a un moment, les enfants, ils volent de leurs propres ailes, et tant mieux d'ailleurs, mais pour vraiment me consacrer à eux et pour les aider à devenir de belles personnes, quoi. Enfin, moi, c'est vraiment, avec ma femme, notre objectif premier pour nos enfants, c'est qu'ils soient heureux, enfin, qu'ils soient heureux et qu'ils soient accomplis, quel que soit leur choix de vie, leur chemin de vie. Ma fille, ça a été la révélation. Une fois de plus, un beau cliché, mais vraiment, le jour de sa naissance, c'est un des plus beaux jours de ma vie. Je m'en souviens, je me souviens de chaque minute. Je me souviens de ma femme qui m'insulte parce qu'elle a mal. Je me souviens de la naissance. Je lui raconte d'ailleurs souvent à ma fille sa naissance, quand j'ai vu sa petite oreille. Parce que c'est le premier truc que j'ai vu, c'est son oreille. Et je me suis dit, mais comment quelque chose peut être aussi parfait? Et enfin, c'était formidable, quoi. Et du coup, Rose, elle m'en reparle souvent. Elle me dit, ah, tu te souviens quand t'as vu ma petite oreille? Enfin bon, c'était vraiment merveilleux. Et en plus, j'avoue ne pas être celle qui accouche, c'est assez top, hein. Les pères, vous avez beaucoup de chance. C'est génial parce qu'on n'a pas la fatigue physique, mentale, et c'est hyper excitant. Puis on est le lien avec le monde extérieur, à envoyer les messages. Et, enfin, vraiment, c'était un jour. Puis les jours qui ont suivi, enfin, tout était formidable, quoi. Et donc voilà, moi j'ai porté donc, le numéro 2, notre fils. Au début, je savais pas trop si j'avais envie de porter un enfant ou pas. Et puis je me suis dit, bof, autant essayer de le vivre. Et bien en plus, moi ça a marché du premier coup, donc vraiment tout a été parfait. Et alors la grossesse, idéale, enfin bon, voilà, les petits détails, mais vraiment une belle grossesse. Le seul truc, non, si quand même, j'ai perdu mon grand-père pendant ma grossesse, à 6 mois de grossesse, et j'étais très proche de mon grand-père. Et ça a été vraiment très très dur. Et du coup, mon fils, qui était parfait dans la starting block, s'est mis en siège. Et à partir de là, il a fait que se retourner. Tête en bas, siège, tête en bas, siège. Il s'est retourné, mais je crois, 4 ou 5 fois les 3 derniers mois de ma grossesse, jusqu'à ce qu'il se retrouve en siège et qu'on dise c'est bon, il peut plus se retourner, vous allez accoucher en siège, et qu'il se retourne. Ouais, il a fini par se retourner au dernier moment, comme un coquinou. Mais quand même, à force de se retourner et de jouer à l'acrobate, il s'est coincé dans le bassin, et du coup, il a quand même mis 37 heures pour sortir. Donc, ouais, on a vécu un beau marathon, lui et moi. Mais bon, on était solides tous les deux. Donc on a tenu, enfin ils nous ont laissé, j'ai pas eu de césarienne, enfin rien, ils ont tout laissé. Il était bien coincé quand même. Mais tant qu'il allait bien, que j'allais bien, ils ont dit bah on va laisser la nature faire. Et alors là, autre révélation, là pour le coup, enfin donner la vie, ça a été je pense l'expérience la plus marquante de mon existence. Vraiment. Quand j'étais petite, je voulais être un garçon. J'ai jamais été heureuse d'être une femme, enfin vraiment c'était pas du tout, je suis pas très féminine, bon. Et bah depuis la naissance de mon fils, je suis tellement heureuse d'être une femme pour avoir vécu ça. Vraiment pour avoir vécu tout, la grossesse, l'avoir senti dans mon ventre, les contractions qui sont effectivement atrocement douloureuses mais qui valent le coup. Puis en plus moi je voulais pas de péridurale donc j'ai un peu morflé. À la fin j'avoue au bout de 26 heures j'ai accepté parce que j'en pouvais plus. Et par contre je voulais vraiment le sentir passer. Donc en fait il m'a mis de la péridurale, je crois il était 5h du matin, je crois que je lui ai dit que j'étais prête à l'épouser, enfin vraiment j'en pouvais plus. Et je voulais tellement le sentir passer que donc il m'a mis une dose de péridurale. Je crois que j'ai rappuyé à 10 heures parce que c'est pareil, ça me refaisait très mal. Et après j'ai dit j'appuie plus quoi qu'il arrive parce que je veux qu'il passe. Et je l'ai bien senti passer. Donc voilà, mais sans, je pense, la douleur atroce. Enfin j'ai eu mal, etc. Mais bon. Et alors, ouais, enfin cette délivrance, parce que c'est le mot, et c'est le mot juste hein, d'ailleurs. Et on connaissait pas le sexe. Et il est né à l'envers. Donc personne n'a vu son sexe hein, en fait. Personne ne savait ce que c'était. Donc je l'ai posé sur mon ventre et je dis bonjour mon petit bonhomme. Et je dis, ah, mon petit garçon, enfin, et d'un coup, je dis, mais au fait, qu'est-ce? Et bon, voilà, c'était un garçon, heureusement, parce que sinon, si ça avait été une fille, la pauvre, elle aurait été accueillie avec des mots étranges. Et ouais, cette révélation, l'allaitement, pareil, j'aurais pas pensé, enfin, jamais, j'aurais pensé allaiter mon fils 7 mois, adorer ça, mais à un point,
Mais c'était magique, quoi. Vraiment, tout a été magique. Voir sa grande sœur qui l'accueille. Enfin, ouais, c'était fou. Et les voir grandir, parce que maintenant ils ont 2 ans et 4 ans. C'est merveilleux. Ils s'entendent très très bien. Enfin, parfois on dirait des jumeaux tellement ils s'entendent bien. Ils sont très proches, vraiment. Très complices. Bon, évidemment, ils se chamaillent, hein, mais c'est normal. C'est beau. Enfin, souvent avec ma femme, on est un peu cucu avec ma femme. Souvent on les regarde, on a les larmes aux yeux et on se dit ils sont beaux nos enfants, ils sont. Quand on les voit jouer ensemble ou dessiner ensemble, enfin, ma fille elle dessine beaucoup, puis parfois il y a son frère qui débarque avec un feutre qui fait des gribouillis sur sa feuille, puis moi je l'engueule, je dis mais Malo, puis elle fait ce n'est pas grave maman, tu sais, ce n'est pas grave. Enfin bon voilà, c'est beau quoi de les voir être ensemble en fait, et qu'on se dit qu'on est une belle famille, on se le dit souvent, et voilà, rien que pour ça je suis heureuse d'être à notre époque, de vivre ce qu'on vit, je remercie la Belgique vraiment, je remercie le donneur, voilà, qu'on connaît pas, et c'est drôle d'ailleurs parce que ma femme, comme moi, au moment de l'insémination on a pensé à lui, on s'est dit toutes les deux c'est vraiment une belle personne, enfin et, et c'est beau, enfin je suis évidemment pas objective, mais je trouve que nous avons une belle famille. Et on est heureux tous les 4. Évidemment on se dispute, hein, ça c'est normal. Avoir des enfants, ça secoue un couple très fort. Vraiment très fort, ça pour le coup c'est pas une question de sexualité, hein. Je pense hétéro ou homo, c'est la même. Peut-être dans un couple homosexuel, il y a des problématiques qu'il n'y a pas chez les hétéros. Parce que mine de rien, on est 2 femmes, donc on est toutes les 2 des mamans. Enfin, ma femme, ça fait appeler maman, moi je me fais appeler mama. Mais finalement, on est toutes les 2 des maternantes, si je puis dire. Et du coup, je pense que c'est plus difficile à vivre quand l'autre fait un reproche, par exemple. Ou quand l'enfant rejette l'une de nous, pour X ou Y raison. Je pense que c'est plus dur à accepter, à vivre. Peut-être qu'il y a plus de... Alors, compétition, c'est pas le bon mot, mais plus de tension parfois sur qui a quel rôle. Peut-être elle est là, la difficulté ou la faille, si je puis dire. Mais après tout, enfin, voilà, pour voir beaucoup de couples parentaux, j'en vois aucun sans faille. Et finalement, les schémas, en fait, se reproduisent assez. Enfin, ma femme travaille beaucoup plus, et donc elle s'occupe un peu moins des enfants. Voilà, c'est comme un couple normal, quoi, si je puis dire. Peut-être, ça c'est une amie qui m'a dit ça. Il m'a dit c'est fou l'amour qu'on sent dans votre famille. Et voilà, ça je ne vais pas faire de jugement, je vais pas dire ouais les femmes elles aiment plus, c'est pas du tout ça, vraiment pas. Mais c'est vrai que toutes les 2 on donne beaucoup d'amour, d'attention, de temps, c'est déjà pas mal, à nos enfants. Je crois pas que nos enfants soient malheureux, vu qu'ils rigolent en permanence. Et j'avais peur d'ailleurs que mon fils, avec mon deuil que j'arrivais pas à faire, le décès de mon grand-père, j'avais peur qu'il soit dépressif. Enfin, j'avais vraiment peur que ça soit malheureux. Et alors c'est un rayon de soleil cet enfant. Je n'ai jamais vu un enfant aussi joyeux et aussi lumineux que mon fils. Aussi têtu aussi. Non, c'est des enfants qui je crois sont heureux, qui sont plutôt intelligents. Enfin, ma fille en classe, ça se passe très bien. Et je crois que peut-être le meilleur exemple de la réussite de cette aventure et de l'intégration mentale qui heureusement commence à se faire, c'est que l'autre jour j'ai été chercher ma fille à l'école et il y a sa grande copine qui était là et la maîtresse était absente, donc c'était une remplaçante. Et donc sa grande copine va voir la remplaçante et lui dit « C'est la maman de Rose !» Mais tu sais, Rose, elle a 2 mamans, mais avec une fierté. Et j'ai trouvé ça très très mignon, quoi. Je me suis dit, ah, c'est marrant parce que, aux yeux de la copine, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, la copine m'appelle Mama. Quand elle vient à la maison, elle dit Mama. Enfin, pour elle, c'est tout à fait évident et normal. Et tant mieux, en fait. Tant mieux. Et voilà, nous, chaque vacances, chaque année, régulièrement, quand on voit des autres enfants, mais notamment dans notre famille, en fait, les cousins, les neveux, les nièces, il y a toujours un moment où ils posent la question. Tous. Mais où est le papa ? Et à chaque fois, on explique, avec des mots simples. Et à chaque fois, tous, ils font « Ah !» Et puis c'est terminé. Et puis c'est complètement acté, et ils s'en foutent
Complètement. Et ils s'en fichent. Et voilà, pour eux, ma fille et mon fils sont les cousins de chaque côté, il n'y a aucun problème. Enfin, ils font partie du groupe et... En tout cas, c'est jamais revenu à mes oreilles, mais je crois que vraiment, il n'y a aucun problème pour personne. Et c'est beau, parce que ça fait qu'on forme une famille tous ensemble. Et je pense qu'un enfant, il a besoin de ça. Il a besoin d'un cocon familial restreint, et puis d'un groupe familial beaucoup plus large. Et vraiment, je pense que nos enfants, on peut dire qu'ils l'ont. Vous venez d'écouter Prisme. Merci à celles et ceux qui m'ont confié un bout de leur histoire. Si vous avez aimé cet épisode, alors dites-le moi avec des étoiles et des commentaires sur iTunes. Vous pouvez aussi nous suivre et nous écrire sur le compte Facebook ou Instagram et m'envoyer vos remarques, idées, témoignages sur le mail prismelepodcast@gmail.com. Merci pour votre écoute et à très vite.